Lundi 7 mai 2018, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Café Débat. Après une semaine d'absence, on va dire, je vous retrouve au compte de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Dans ce premier numéro de la semaine, nous parlons d'actualité politique et plus précisément du parti UFR, la position du parti au sein du cadre du dialogue, ou sinon du comité de suivi des accords du 12 octobre, la suite des activités de ce comité en ce début de semaine, évidemment la réaction du parti UFR quant à d'autres sujets d'actualité, notamment cette récente sortie du président de la République à l'occasion de sa rencontre avec les 518 ces jeunes DAF qu'il a lui-même recrutés au début de son premier mandat, et sur les questions de corruption. Là-dessus, notre invité, qui est sur ce plateau déjà, va se prononcer. Il s'agit de M. Mfali Kamara. Il est membre du bureau politique et exécutif national du parti UFR. M. Kamara, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Bonjour M. Diallo, c'est pour moi un honneur d'être invité à cette émission qui est largement suivie par le milieu de la population guinéenne, mais non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Merci, surtout de la disponibilité. Et je rappelle que dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur ce sujet qui fait toujours polémique, qui continue à faire couler beaucoup d'encre, surtout qui a énervé le président de la République, qui l'a mis hors de son état. Il s'agit de ce rapport du RSF, Reporters sans frontières, pour lequel le président a indexé la corporation elle-même d'être responsable de ce dont elle est pourtant victime. Et il ne s'est pas arrêté là, il allait jusque sur le terrain des journalistes pour les y affronter. Vous avez vu le président Alpha Condé à la maison de la presse, et qui donc a demandé à ce que les journalistes reconnaissent avoir été à la base de ce mauvais classement. Là-dessus, je recevrai sur ce plateau dans la deuxième partie M. Aboubakar Kamara, secrétaire général de l'URTELGI, pour en parler. Mais déjà, dans cette première partie d'émission, on fait face au premier invité. D'abord, on parle de l'UFR. Alors aujourd'hui, comment se porte votre parti politique une fois encore? C'est la tradition de savoir quel est l'état de santé de votre parti politique à chaque fois qu'on reçoit un leader sur ce plateau. L'UFR se porte très bien. C'est vrai, malgré les résultats, mais ce qu'il faut reconnaître, l'UFR a fait de percées considérables dans beaucoup de localités. Si vous prenez les résultats que l'UFR a eu à obtenir, non seulement à Conakry, en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, en Guinée forestière, et dans certaines localités de la Moyenne-Guinée, donc ces résultats prouvent à suffisance que l'UFR se porte très très bien aujourd'hui. L'UFR se porte très bien. Alors que seulement le samedi passé, à l'occasion de votre assemblée générale ordinaire, on a appris que le vice-président du parti se plaignait d'une absence totale pratiquement des militants au siège. Votre siège était vide. Alors que qui parle d'un parti politique en bonne santé parle justement de la fréquence importante des militants à l'occasion des assemblées générales, puisque c'est un peu la démarche des partis politiques du pays de montrer, je veux dire, leur influence sur le terrain. Effectivement, vous savez, généralement, les assemblées générales du samedi, cette assemblée est organisée pour les responsables, surtout du parti. Une assemblée générale, c'est les responsables et certains face aux militants. Oui, effectivement. Maintenant, la fois passée, il y avait les militants. Mais ce que le secrétaire général a un peu déploré, c'est l'absence des secrétaires généraux. Mais ça aussi, les informations n'étaient pas remontées parce que, comme vous le savez bien, c'est à la veille du mois de carême, les mariages se multiplient. Donc, il y avait beaucoup de cas sociaux et, comme vous le savez, généralement, un parti politique, c'est aussi les cas sociaux. Quand un responsable, par exemple, a un cas social, donc obligatoirement les autres membres militants et responsables, ils sont obligés de participer.
Donc, c'est à vous ne voulez pas reconnaître que l'UFR se vide non, pas de ses du militants? Tout, pas du tout. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas tous les militants qui avaient quand même les mariages ce jour-là? Non, laissez-moi vous dire, il y avait les militants. Il y avait les militants. Mais vous savez, chaque jour, il y a un contrôle. C'est-à-dire, à chaque réunion, il y a un contrôle de présence. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par rapport aux militants, mais c'est par rapport aux responsables. Du parti. Donc le constat, par exemple, du samedi passé, on a constaté qu'il y avait certains responsables qui étaient absents. Donc le secrétaire général a dit vraiment c'est bien que les militants participent, mais on a besoin aussi, la présence des responsables, surtout les secrétaires généraux des sections. Mais finalement, il a eu des bonnes informations. Il a fait savoir que c'est à cause des cas sociaux. Vous le savez, généralement, ça c'est... Sinon, le samedi sous-passé, par exemple, il y avait presque... le 75%, 80% des responsables étaient présents au siège. Donc c'est seulement ce samedi passé. Donc il n'avait pas aussi l'information, donc il avait dénoncé quand même cet état de fait. Donc il avait demandé que dorénavant que les informations arrivent à son niveau par rapport par exemple aux différentes absences, mais surtout que les secrétaires généraux quand même participent aux assemblées générales du samedi. Quand vous dites que l'UFR a fait des percées ces derniers temps, vous voulez parler de quelles percées? Vous voulez dire que l'UFR est monté en grade politiquement parlant, et où? Comment ça se prouve en réalité? Oui, quand je prends l'exemple, par exemple, pour ce qui concerne en Haute-Guinée, le cas par exemple du Sigiri ou autre, là, nous avons eu quand même un nombre important, de conseillers communaux. Ou à Zérekouré? Non, je vais parler ici en Haute-Guinée, non seulement à Zérekouré, à Sigiri, un peu partout, surtout en Haute-Guinée. Donc on a fait quand même des percées vraiment considérables. La même chose aussi en forêt. Donc on s'est dit déjà que ça prouve encore davantage la transversalité de l'UFR. Donc aujourd'hui, en se référant un peu, malgré que nous avons été victimes de fraudes massives, mais malgré tout, l'UFR quand même a réussi à avoir certaines localités. Et il y a eu même, on a eu des conseils, on a eu certaines communes rurales dont certains responsables, par exemple, c'est des localités où certains responsables sont même natifs. Bien. En tout cas, les résultats à beaucoup d'endroits, en tout cas, ne révèlent pas cela, puisqu'on a constaté une sorte de chute de l'UFR lors de la proclamation des résultats, où c'était des voix assez insignifiantes. C'est 2 voix par bureau de vote, c'est 1 voix, c'est 0 voix, ainsi de suite. Alors que ce n'était pas ça. Non, il n'y a pas eu une localité. En 2010, par exemple, l'UFR... Voilà. Non, vous savez, en réalité, ce que je suis en train de vous dire, l'UFR a été la principale victime, n'est-ce pas, de ces élections. Principale victime. Principale victime. C'est-à-dire, on a eu même l'impression que les élections-là ont été organisées contre nous. Contre vous? Oui. Parce que vous avez perdu beaucoup de... Non, c'est pas parce qu'on a perdu, mais vous-même, vous avez vu ces fraudes-là, toutes ces fraudes-là, n'est-ce pas, c'est dans nos localités, dans nos fiefs. Oui, mais malgré tout, n'est-ce pas, il y a nos responsables qui se sont battus. Quand même, on a pu avoir un nombre important de conseillers. Donc, quand vous regardez réellement le résultat, de ces élections, donc l'UFR, ça prouve davantage que l'UFR vraiment se porte bien. Parce qu'il y avait des localités auparavant où on ne gagnait aucun responsable, surtout les conseillers communaux. Mais cette fois-ci, nous avons fait des percées vraiment considérables. Bien. Au même moment, vous vous plaignez des mascarades qu'il y a eu lors des élections locales. C'est là où nous venons justement au sujet lié au cadre, au comité, aux activités du comité de suivi des accords du 12 octobre, élargi notamment aux questions de revendication relatives à ces élections communales du 4 février. L'UFR a fait son retour au sein du comité de suivi. Il y a eu un certain nombre de rencontres. Et entre-temps, on a vu les menaces brandies par l'opposition républicaine. Dans tout cela, quelle est aujourd'hui la position de l'UFR dans cette affaire? Parce qu'on a dit, vous avez dit d'attendre de voir dans quelle direction les choses iront pour que l'UFR
sache quelle position prendre et qu'est-ce qu'il propose en tant que parti. Aujourd'hui, où en êtes-vous au sein du comité de suivi? Là, merci bien. Vous allez me permettre un peu de revenir d'abord pour ce qui a motivé d'abord le départ de l'UFR au sein du comité. C'est-à-dire, je parle ici de son premier départ. Vous savez, il y avait, si vous vous souvenez très bien, il y a eu l'accord, le point de vue de l'accord qui stipulait que les conseillers des quartiers et les chefs de district doivent être désignés par les partis politiques. Donc nous avons vu que c'est une violation flagrante de la loi. Donc on a dit nous ne pouvons pas souscrire à cela. Donc nous avons refusé de signer et on a demandé notre départ. Mais finalement, vous savez, ils se sont rendus compte que la position de l'UFR était la bonne position, était la position qui était conforme. Parce qu'aujourd'hui, avec cet accord-là, c'est-à-dire ce point, l'article au niveau du code des collectivités électorales, ça crée beaucoup plus de problèmes. Parce que c'est quand il est question, aujourd'hui nous sommes au niveau des conseillers communaux, mais bientôt il y aura aussi l'installation des conseillers de quartier, donc qui va créer pas mal de problèmes. Donc notre retour, quand nous sommes venus, et même d'abord ils ont applaudi l'apport que l'UFR avait apporté. Bien. Et ils se sont dit encore qu'ils comptent beaucoup sur l'UFR pour ce qui concerne la sortie de crise. Comme je viens de dire, nous avons été la victime principale de ces élections. Mais nous avons analysé. Aujourd'hui, on se trouve... L'UFR a été victime de sa dégringolade politique, de son désamour avec les militants, ou victime de fraude électorale? Non, victime de fraude électorale. Les gens se sont mobilisés. Est-ce que la fraude électorale n'a pas été un lot de consolation pour vous, pour maquiller votre chute sur le terrain politique en Guinée? Pas du tout, pas du tout. Non, moi je me dis aujourd'hui, avec tous les jours, nous enregistrons des nouvelles adhésions. C'est vrai. Donc on se recomprend, les gens commencent à comprendre. Vous savez, généralement, d'élection en élection, la population guinéenne commence beaucoup à être mature. Donc de telle sorte qu'elle commence à se mettre au-dessus de certaines considérations. Donc je reviens un peu pour ce qui concerne la position de l'UFR au sein du comité. Donc nous avons porté des griefs sur 13 communes, c'est-à-dire les communes urbaines et rurales. Donc, comme l'avait si bien fait aussi les autres, je parle ici de l'UFR, de l'UFDG et de l'RPG. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, l'UFDG demande à ce que, d'après elle, donc les voix qui les ont été volées entre guillemets, que ces voix-là soient restituées. Donc ça, c'est la position de l'UFDG. Quant au UFDG, elle demande les communes incriminées que les élections soient annulées, n'est-ce pas, et qu'on mette en place des délégations spéciales, peut-être avant de voir ce qui va se faire. Mais pour lui, ce qui serait un scandale. Oui, effectivement. Après les élections. Je veux dire, non, des délégations spéciales. On fait des élections régulières et puis on revient encore au schéma d'élection. Délégation spéciale, c'est quand même scandaleux. Donc l'UFR a estimé que tout ça là, ce sont des violations de la loi. Donc l'UFR a finalement opté pour le statu quo. C'est-à-dire le statu quo, c'est vrai que nous avons été victimes de tout ça là. C'est vrai que les magistrats n'ont pas fait, surtout certains n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. Ils ont fait entre des mauvais jugements. Donc, et comme vous le savez, pour les élections locales, les contentieux électoraux sont généralement gérés par les tribunaux de première instance. Et les résultats finaux, c'est la CENI qui donne. Donc, on s'est dit, avec cette morosité, rien ne marche. Et le développement, c'est souvent à la base. Donc on s'est dit, alors pourquoi ne pas opter pour le statu quo? Ce qui est donné est être un peu légaliste, c'est-à-dire on va avec ces résultats qui ont été donnés et que le comité maintenant essaye de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas qu'il y ait récidive. Vous voulez dire que l'UFR a en ce moment, ce que l'UFR est en train de proposer comme alternative au sein du comité de suivi en ce moment, c'est de dire à tout le monde, acceptons les choses
comme elles sont là, malgré quand même qu'on peut reprocher des choses aux magistrats et à la CENI, mais acceptons comme ça, mais mettons les garde-fous pour qu'à l'avenir, il n'y ait pas ce genre de fraude. C'est ce que vous êtes en train de promouvoir au sein du comité aujourd'hui. C'est tout ce que les politiques doivent faire dans des conditions normales, c'est pour le bien-être de la population. Donc l'UFR, c'est la Guinée d'abord. Alors pourquoi vous êtes dans le comité de suivi si vous n'avez rien à reprocher, si vous n'avez rien à demander, mais autant ressortir du comité de suivi? Pourquoi vous êtes là au sein du comité? Nous sommes en train, parce que vous savez, comme je vous avais dit, pour la première fois, n'est-ce pas, ils se sont rendus compte que vraiment la décision, l'accord que le comité avait signé, que c'était un mauvais accord. Aujourd'hui encore, l'UFR revient toujours comme un parti donneur de leçons. Donc on s'est dit, vraiment, nous avons été la principale victime. Mais aujourd'hui, il faut que les choses marchent. Et n'oubliez pas encore, nous sommes en 2018, il y a les élections législatives qui se profilent à l'horizon. Dans des conditions normales, ces élections législatives doivent être organisées en 2018 et que les nouveaux députés doivent être installés en avril 2019. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est vrai que les résultats des élections locales, communales de février 2018 ne sont pas les seuls points à débattre au sein du comité. Effectivement. Donc ce que l'UFR pense aujourd'hui, c'est que sur le point élection du 4 février 2018, pour vous, vous n'avez rien à dire là-dessus. Vous voulez qu'on passe sur ce point et qu'on accepte les résultats comme tels et qu'on passe aux autres points. Effectivement, parce que vous savez, en réalité, quel que soit, nous savons... Parce qu'il y a la question du fichier... Il y a la question du fichier électoral, il y a la question même, de l'OGE, c'est-à-dire l'organe de gestion de la loi sur la CENI. Il y a même aussi, au niveau même du code électoral, il y a assez de problèmes, il y a des incohérences. Donc on s'est dit déjà que c'est une façon de vraiment de nous divertir, de nous distraire. Qui est en train de vous distraire? Oui, moi quand j'analyse un peu... L'opposition qui veut pas l'opposition. Moi j'accuse souvent le ministère de l'administration du territoire. Donc Brima Condé et son département. Effectivement. Comment est-ce qu'il vous savez, en réalité, pour ce qui concerne l'installation même des conseillers communaux là, ce retard-là, dans des conditions normales, ils ont une grande part de responsabilité. Oui, mais Brima Condé ne peut pas prendre un acte, étant donné qu'il y a une partie de l'opposition, ou bien il y a l'opposition républicaine qui dit tant que nos communes rurales où nous avons des réclamations ne sont pas résolues, on ne peut pas installer les maires, et si on les installe, on va manifester. Est-ce que là, c'est la faute de Brima Condé? Non, mais plutôt que de vos acteurs, vous, acteurs politiques? Non, vous savez, généralement, si on accepte... on essaye de tenir des langages francs, parce que ce qui est évident aujourd'hui, l'UFDG, quoi qu'on dise, c'est un parti agréé, n'est-ce pas? C'est vrai, ce n'est pas ce mode de foi, il peut y avoir ces problèmes de fraude, tout ça là, mais est-ce que tout doit s'arrêter à ce niveau? Parce que ce qui est évident, aujourd'hui, dire qu'il faut faire la restitution des voix, n'est-ce pas, ça va être quelque chose d'extrêmement compliqué. Et quand il y a un précédent, n'est-ce pas, de ce genre, ça va se répercuter aussi sur les autres élections. Donc vous ne partagez pas, non seulement vous dénoncez l'inaction du ministère de l'administration du territoire quant à l'installation des maires élus et des conseils communaux et de quartier, mais vous discréditez aussi, je veux dire, vous désapprouvez la démarche de l'opposition républicaine qui veut coûte que coûte qu'on revienne sur les résultats de certaines communes, qu'on les modifie, c'est ça? Oui, mais vous savez, en réalité, si en tout cas on ne peut pas faire, je sais, il y a eu des fraudes massives, personne ne peut nier cela, mais tout ne peut pas s'arrêter à ça, il faut qu'on avance. C'est ce que je dis, vous ne partagez pas ces deux positions. Non, c'est ça, nous défendons notre position, vraiment c'est le statu quo. Qu'on passe sur ce point. Qu'on avance. On laisse comme parce ça. que oui, tout ne doit pas s'arrêter à ce niveau, il faut qu'on avance. Bien. Alors donc on verra bien si votre alternative sera entendue au sein du vous savez, aujourd'hui il y a une réunion. Et en ce moment, est-ce qu'on ne va pas dire que vous êtes peut-être un peu proche, une fois encore, du RPG Arc-en-Ciel,
dans ce comité. Peut-être que vous allez mettre ensemble vos avis contre la position de l'opposition républicaine dans ce sens-là. Non, vous savez, pas du tout. Nous Parce que quand vous dites qu'il faut qu'on reste dans le statu quo, je veux dire qu'on laisse les résultats comme tels, ça veut dire que vous confortez la mouvance dans sa position. Parce qu'au départ, quand la mouvance présidentielle est allée rencontrer le président de la République, après qu'il ait rencontré Cellou Dalein Diallo, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit non, c'est pas la peine qu'on touche à la loi, parce que les magistrats ont déjà jugé, la CENI a déjà donné les résultats, donc nous, on n'acceptera pas qu'on touche ces résultats. L'UFR, finalement, adopte le même discours pour dire on est pour le statu quo, c'est-à-dire qu'on laisse les choses comme telles, même si on sait qu'il y a eu des fraudes. Ça veut dire que position RPG, position UFR, c'est la même chose. Pas du sur tout. Ce point-là. Pas du tout. Mais je viens de vous donner. Non, c'est vrai. Je viens de vous donner. Je viens de vous donner la position du RPG au sein du comité. Oui, mais ça c'est. Vous savez, en réalité, ça c'est venu après. Non. Donc, la position que le RPG a affichée quand ils sont sortis de la rencontre avec le président de la République, c'était de dire on ne veut pas violer la loi, donc on ne veut pas toucher aux résultats qui ont déjà été donnés, c'est ça. Oui. Peut-être que ce que vous venez de dire a été donné comme deuxième position ou bien comme alternative, je ne sais pas, secondaire par la mouvance. Ce n'est pas du tout pour soutenir la position du RPG. Loin de là. Mais vous savez, on s'est dit quoi? Aujourd'hui, nous tous, ça fait maintenant à peu près 3 mois et quelques. Depuis février, depuis le 4 février. Jusqu'à présent, ces conseillers ne sont pas installés. Il y a un blocage. Lorsqu'on parle du dialogue, n'est-ce pas, c'est un échange. Il faut que, n'est-ce pas, d'un côté de l'autre, qu'on accepte de faire des concessions, n'est-ce pas, pour avancer. Donc on s'est dit aujourd'hui, on a analysé tout ça là, mais quel est le rôle que le comité peut valablement jouer? Parce que le comité ne peut pas être juge. Le comité n'a pas la capacité d'annuler un jugement, n'est-ce pas, pour un verdict rendu par les tribunaux. Ça devient compliqué. Parce que des fois, vous savez, c'est cela. Mais les conciliabules politiciennes, je veux dire, peuvent régler peut-être la situation sans qu'on ne touche à la loi. C'est ce que certains ont proposé. Oui, mais que vous fassiez des concessions lors de la phase des alliances pour mettre en place les conseils communaux, par exemple. C'est que, vous savez, en réalité, le danger, ça va avoir des précédents, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on suppose que ça a été des ratés. N'est-ce pas? Maintenant, prenons des dispositions pour ne pas que la même chose se répète. Mais vouloir dire que non, il faut que ça soit et qu'on ne bouge pas. Peut-être on peut faire une année, 7 mois, 8 mois, une année, 2 ans sur ça, sans que ce problème-là ne soit réglé. Et moi, je vois aujourd'hui que le ministère de l'administration n'a pas une volonté, n'est-ce pas, franche, sincère, de régler ce problème. Donc, on doit continuer ce que nous savons, c'est que le comité devrait normalement se retrouver aujourd'hui, lundi, pour continuer. Effectivement, aujourd'hui, c'est une réunion vraiment décisive. N'est-ce pas? Parce qu'il faut que le comité aujourd'hui se prononce. Parce que déjà, il y a les 3 positions. Sur la solution adopté à 3. Je sais pas où. Oui, peut-être ça va être une solution consensuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a les 3 propositions, il y a les 3 variantes, ce que je viens de vous donner. Donc, c'est opposition UFR, opposition républicaine, mouvance présidentielle. Donc, il s'agit de voir maintenant qu'est-ce qui est bon pour qu'on puisse avancer sur les autres points. Parce qu'il y a beaucoup d'autres points à débattre. Et surtout, il y a les présidentielles de 2020. Et si ça commence déjà à se répercuter sur les élections législatives de 2018, de président, donc ça veut dire que tout sera compromis. Il y aura un glissement de calendrier. Effectivement, et c'est ce qu'il faut craindre. Voilà, on verra bien si l'UFR réussira à faire triompher sa position. Alors, on dépasse ce sujet-là pour parler d'actualité brûlante. Vous avez, on va dire, été intéressé, ou je veux dire, votre attention a été attirée par la sortie du président Alpha Condé lors de sa rencontre avec les 518 jeunes DAF qu'il a fait recruter au début de son premier mandat. Et le sujet au menu de cette rencontre, c'était l'effet de la corruption sur le développement. Le président s'est prononcé sur le sujet au point qu'il est allé dire qu'il ne tolérerait plus la corruption dans notre pays, qu'il ne
protégerait personne, qu'il ne couvrirait personne. Vous, à l'UFR, notamment vous personnellement, vous avez pris ça sous quel angle? Quand le président a fait cette sortie, vous avez senti une sorte d'implicite derrière de dire que oui, s'il dit ça aujourd'hui, c'est parce qu'il a toujours été indifférent vis-à-vis des cas de scandales financiers qu'on a connus ici, de corruption dans ce pays, de détournement de deniers publics et de fonds publics. Vous savez, nous aujourd'hui, on s'est réduit. Vous savez, si vous vous souvenez un peu la dernière rencontre du président Sidya Touré, n'est-ce pas? Il avait dénoncé la corruption. Il avait prôné une lutte farouche contre la corruption. Parce que ce qui handicape aujourd'hui le développement du pays, c'est surtout la corruption. Et quand vous vous souvenez un peu, peut-être, je me dis déjà que ça a été un apport considérable du président Sidya, que le président aujourd'hui, parce que vous vous souvenez, quand le président avait rencontré la société civile, on avait vu Dr Dansa qui avait dit au président, président, il y a la corruption. Le président a demandé, mais où se trouve, montre-moi les preuves. Aujourd'hui, le président, lors de sa rencontre avec les 518, il a reconnu. Il dit qu'il y a la corruption et qu'il ne va plus jamais protéger ceux qui font la corruption. Donc nous déjà on se résout, on dit peut-être le conseil que le président Sidya, n'est-ce pas, lui a prodigué, n'est-ce pas, il a tenu compte. Parce que je vous avoue une chose. Quel conseil le président Sidya lui a donné? Ça doit plutôt vous décevoir ou plutôt vous réjouir? Parce que si votre ami politique qui est Alpha Condé, vous avez quelqu'un au gouvernement, votre président, vos représentants, Baïdi à la Banque centrale, reconnaît tacitement que son régime est truffé de faits de corruption et de détournement, vous en êtes content? Non. Au lieu de sortir de cette gouvernance, vous vous réjouissez? Non, vous savez le président pourquoi? Parce qu'il commence à faire une prise de conscience. On s'est dit, pourquoi? Parce que vous savez, ce que je dis, lors de sa rencontre avec Dansa, ces jours-là, il a dit qu'il a demandé à Dansa de donner des preuves. Donc ça veut dire déjà qu'il avait des doutes par rapport à l'existence de la corruption, n'est-ce pas? Maintenant, si sa dernière rencontre, lui, parce qu'il faut reconnaître, le président Sidya a dit il y a la corruption et ça handicape le développement. Lui-même, il a reconnu. Il dit qu'il y a la corruption et qu'il ne va jamais protéger ceux qui font la corruption. Donc, on s'est dit déjà que le conseil que le président Sidya a prodigué, c'est que le président Sidya a dit, donc il commence à tenir compte parce que ça, c'est extrêmement important. Et laissez-moi vous dire une chose. Il a fallu que Sidya dise à Alpha Condé, écoutez, à la corruption, il faut arrêter pour qu'Alpha prenne conscience, alors que c'est un fait qui existe même depuis avant sa gouvernance à lui, depuis le temps de Lansana Conté. Donc est-ce qu'il faut attendre que Sidya Touré vienne lui dire ça pour qu'il prenne conscience? Non, mais est-ce que vous croyez au discours que le président a tenu devant les c'est-à-dire cette fois-ci, on s'est dit par exemple, ce que nous demandons, c'est surtout cette volonté, la sincérité dans les discours. Mais on s'est dit déjà que si il avait dit à Dansa d'apporter les preuves qu'il avait des doutes, et qu'il revient lui-même dire qu'il y a la corruption, n'est-ce pas, et qu'il ne va jamais protéger ceux qui font la corruption, on s'est dit déjà que peut-être on estime qu'il y a... Vous croyez à cela? On estime que cette fois-ci, il y a un peu de sincérité dans ce discours par rapport à la corruption. Vous voyez Alpha Condé faire arrêter ou sinon approuver une procédure de poursuite contre les gens qui sont mêlés dans les gros scandales financiers dans ce pays? Vous le voyez d'ici la fin de son deuxième mandat? Vous y croyez? Non, c'est lui-même qui l'a déclaré. C'est lui qui l'a dit. Donc peut-être nous, on va le prendre par ses mots. Comme il a dit que cette fois-ci, il a déclaré devant tout le monde, n'est-ce pas, qu'il ne va jamais protéger, n'est-ce pas, ceux qui font la corruption. Donc on va le prendre par ses mots. Et vous, l'UFR, ça vous plaît d'avoir quelqu'un dans ce système-là où on pense que la corruption est institutionnalisée, la course illicite, je veux dire la course à l'enrichissement illicite est cautionnée par la première institution de la République? Vous avez un ministre dans le gouvernement, vous avez quelqu'un à la Banque centrale où l'argent du pays est géré, et vous avez le haut représentant du président comme votre président. Vous êtes content d'être dans le système-là? Non, vous savez en réalité, c'est que vous ne devez pas ignorer, des fois pour combattre un système, il faut être des fois d'être dans le système, n'est-ce pas? Il faut avoir une position forte dans le système, oui, mais aujourd'hui, contre les mouvements du système. Aujourd'hui, parce que beaucoup avaient presque nié, on a vu la sortie,
n'est-ce pas, beaucoup de responsables qui ont même qui n'ont pas voulu reconnaître que le président Alpha avait dit qu'il y a des ministres qui volent. N'est-ce pas? Vous les avez suivis. Maintenant, si aujourd'hui, le président revient, n'est-ce pas, pour dire que c'est vrai, il y a la corruption, je ne veux plus soutenir, n'est-ce pas, ceux qui font la corruption, on s'est dit déjà que ça, c'est des apports considérables. Et que c'est le conseil de Sidia qui l'écoute là. Effectivement, parce qu'on s'est dit, laissez-moi comment placer. C'est mieux que Sidia lui dise aussi de faire arrêter au moins des gens qui sont déjà épinglés dans le dossier. J'imagine bien qu'il va les arrêter. Il l'a dit, il l'a dit. Non, nous-mêmes, on va le passer. Aujourd'hui, il y a la société civile. Il y a beaucoup qui sont là, qui veulent lutter contre la corruption. Je suis sûr et certain, les gens là vont se mobiliser pour peut-être avoir des preuves et dire que vraiment, c'est pour cela que nous demandons, n'est-ce pas, la mise en place de la haute cour de justice. Parce que vous savez, généralement, c'est un peu difficile de juger certains milices par les hauts cadres, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous demandons aujourd'hui vraiment à ce que l'exécutif et l'Assemblée se bougent pour la mise en place de la haute cour de justice. Bien. Alors, merci, M. Kamara, d'être passé. À très bientôt pour notre débat. Merci beaucoup. Oui. Voilà, comme annoncé, je reçois tout de suite dans la deuxième partie Aboubacar Kamara, secrétaire général de l'URTELGI, pour parler de RSF, rapport de Reporters sans frontières. A tout de suite après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver donc dans la deuxième partie de cette émission Café Débat. À présent, nous parlons de la presse, nous parlons de la Journée internationale de la presse, puisque ça a été célébré la semaine dernière et vous avez vu sous fond d'affrontement, on va dire comme cela, entre le président de la République et la corporation, puisqu'il a été invité pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir à la Maison de la Presse. On s'était attendu à un climat de détente, de normalisation entre le président et la corporation. Mais non, on s'est trompé, puisque ça a été une occasion pour lui, une fois encore, d'enfoncer la presse, d'attaquer la presse, de la rendre même responsable d'une situation pourtant qui lui est inconfortable. Pour en parler, je reçois dans la deuxième partie M. Aboubacar Kamara, secrétaire général de l'URTELGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Alors, M. Kamara, bienvenue sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. On va également parler de la convention collective à cette occasion, puisque vous êtes le président de la commission de rédaction de la convention collective qui est au cœur aussi du débat pour tous les journalistes, les employés de la presse, notamment privée. Mais d'abord, on parle du classement RSF. En tant que membre de l'URTELGI, on sait que l'année 2016, par exemple, le rapport RSF 2016 a été critiqué même par le président de l'URTELGI, qui à l'époque avait dit qu'il n'est pas totalement d'accord avec le rapport de 2016, parce qu'il y a certains éléments que RSF n'avait pas pris en compte pour faire ce classement. Et le rapport 2017 vient de sortir, et sauf que cette fois-ci, et le président de l'URTELGI et les autres associations de presse et les observateurs de la scène médiatique en Guinée pensent que RSF a été même clément avec la Guinée en nous plaçant de la 101e place à la 104e place. Alors, le président, vous l'invitez, il vient à la Maison de la Presse, il vous crie dessus à cause de ce rapport. Hein? Comment on peut concevoir cela? Bon, disons que c'est étonnant. D'abord, merci pour l'invitation. Mais pour la petite histoire, vous avez rappelé comment dirais-je, les réserves que l'URTELGI, à un moment donné, en 2016, avait portées sur le rapport 2016 du Reporters sans frontières par la voix de son président.
Il faut dire que pour la petite histoire, ça portait sur un facteur bien déterminé parce que, vous savez, le rapport du Reporters sans frontières n'est pas décennal. Ce n'est pas sur 10 ans ou 5 ans. C'est un rapport annuel. Oui, qui donc, tient compte des réalités qui sont passées par an. Entre deux fêtes du 3 mai. Est-ce que vous comprenez? Donc en 2016, malheureusement, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais dans le rapport, il y avait des événements, par exemple, de Zogota qui avaient été cités. Qui était antérieur à 2016. Donc c'est pourquoi le Tegui, par la voix de son président, avait respecté pour dire que non, écoutez, on n'était pas d'accord parce que le rapport n'est pas décennal. Donc ça c'est pour la petite histoire. Donc effectivement, pour ce rapport-ci, 2017, c'est ça, 3 mai 2017, 3 mai 2018, ce rapport, nous sommes tout à fait d'accord avec le contenu et on l'a même dit, on l'a réitéré que le Reporters sans frontières, entre guillemets, a été un peu clément vis-à-vis de la Guinée en ne la faisant perdre que 3 points. Mais sauf que quand le président vient à la maison de la presse sous votre invitation, personne ne dit au président vraiment, nous l'avons dit quand le rapport est tombé et aujourd'hui nous vous le disons, même s'il faut qu'on vous le dise respectueusement, que le rapport a été clément. Tout le monde était comme bouche bée et l'Alpha Condé qui demandait c'est faux et c'est vous les responsables. Je voudrais vous ramener à cet élément de reportage d'abord qu'on va ensemble suivre à l'occasion de l'arrivée du président de la République à la maison de la presse. Puis derrière on revient ensemble pour recueillir donc votre réaction. C'était encore dissous entre le chef de l'État et les hommes des médias en cette journée mondiale de la liberté de la presse. Devant les journalistes, Alpha Condé n'est pas prêt à prendre un engagement pour les accompagner dans l'exercice de leur métier comme ils l'ont sollicité pour l'occasion. Dès qu'il y a le monde des jours fait du bruit parce que les gendarmes ont convoqué des gens, vous en faites un boucan. Donc on ne peut pas... Moi je ne suis pas prêt à m'engager derrière vous quand vous continuez. Que tous les progrès qu'on fait dans ce pays pour la liberté de la presse, vous le piétinez et vous présentez comme si la Guinée, on était encore dans le période de la Première République. Le président s'est montré choqué par rapport à la place qu'occupe la Guinée dans le classement de Reporters sans frontières en matière de la liberté de la presse. Le pays est classé 104e sur 180 dans le dit rapport, soit un recul de 3 places en une année. On parlait de Reporters sans frontières, mais le parti Reporters sans frontières, il n'est pas aujourd'hui maire Front National en France. Alors, donc je pense qu'il faut qu'on change. Pourquoi la Guinée est 104e quand des pays si démocratiques, les journalistes sont arrêtés? Combien de pays où moindre déclaration sur un président, ils sont arrêtés pour outrage au président? Et c'est la Guinée l'a fait. Alors comment ça se fait que ces pays peuvent être classés 30e, 50e et la Guinée 104e? Alpha Condé prend pour responsable les journalistes guinéens qui, selon lui, ont fait que la Guinée recule de telle manière. C'est vous qui êtes responsable. Si Reporters sans frontières se permet de dire ça, parce que vous n'avez rien fait pour montrer tout ce qui a été fait comme progrès dans le domaine de la liberté de la presse depuis 2011. Donc vous ne pouvez pas masquer votre responsabilité. Le Reporters sans frontières n'est pour rien. C'est vous qui donnez les informations à Reporters sans frontières. Si vous donnez des informations véritables, ce qui a été fait depuis en Guinée pour renforcer la liberté de la presse, tous les jours vous insultez le président sur radio, est-ce que j'ai poursuivi quelqu'un? Présent à cette cérémonie, le chef de file de l'opposition a balayé d'un revers de la main cette accusation du président de la République. Je suis très réservé par rapport à la position prise par le président, position qui vise à attribuer à la presse guinéenne la responsabilité du classement de la Guinée par l'ONG Reporters sans frontières. Je ne pense pas que ce classement reflète peut-être la situation qui prévaut en Guinée, mais ce n'est pas la presse guinéenne. Aussi, bon, c'est chaque année. Peut-être que l'année dernière, la Guinée était mieux placée, peut-être qu'il y a eu des événements qui ont fait que le pays a reculé dans ce classement. Mais je ne pense pas que ce soit de la responsabilité de la presse guinéenne, ce mauvais classement de la Guinée. La journée internationale de la liberté de la presse est célébrée cette fois-ci après une période qualifiée de l'année noire pour la presse guinéenne. Bon, retour sur ce plateau, vous l'avez suivi avec nous cet élément. Est-ce qu'on peut dire que le président il est sur une autre planète, ou que le président il se trompe, ou que le président il fait semblant de se tromper, il fait semblant d'ignorer, ou qu'il n'est même pas informé de tout ça? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de classement annuel de RSF, tenant compte des actions posées chaque année.
soit dans le cadre de l'amélioration de l'environnement, de la liberté de la presse et de la liberté de presse, soit dans le sens de restreindre cette liberté-là. Quand il parle par exemple des efforts que le gouvernement a fournis, il y a des efforts, certes qu'il faut reconnaître, mais qui sont antérieurs peut-être à 2017, quand chaque fois il cite la dépénalisation du délit de presse, ou je ne sais pas de quel autre cas positif, mais c'est des cas qui sont par exemple antérieurs quand même à 2017. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'est trompé sur toute la ligne? Oui, je crois que le président n'a pas une lecture transversale de la situation, c'est ce qui est clair, en tout cas c'est ce qu'il a voulu nous faire savoir. Nous, ce qu'on peut dire, en aucun cas, en aucun moment, les associations de presse que nous sommes, ces associations ne sauraient prendre la responsabilité du recul de la Guinée dans ce classement du RSF pour l'exercice 2017-2018. Parce que lui, il parle de depuis 2011, pourquoi vous ne dites pas les efforts qu'on a fournis depuis 2011 jusqu'à maintenant? Donc je crois que le président doit comprendre, comme vous l'avez dit, que ce rapport, il est annuel. Donc ça tient compte de deux dates importantes, c'est-à-dire c'est le 3 mai 2017, 3 mai 2018. C'est-à-dire 12 mois. 12 mois sur 2 années. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une partie 2017 et puis une partie 2018. Donc ce rapport, il est annuel. C'est pourquoi, comme je le rappelle encore, quand il y a eu le rappel des événements qui s'étaient déroulés dans des années qui sont antérieures au rapport, on a tenu à le dénoncer. Par exemple, en 2016. Parce que le rapport n'est pas décennal. Donc le président doit comprendre ceci. La libération des zones à vue de Guinée, ok. La dépénalisation des délits de presse, ok. La loi L02 ou la loi L03 sur la haute autorité de la communication, ok, c'est des acquis. Ce sont des acquis. Ce sont des acquis, mais ces acquis sont antérieurs au rapport du RSF. Et ce rapport, il faut le dire, pour un peu rafraîchir les mémoires, que surtout en fin d'année 2017, la presse guinéenne a connu des moments sombres. L'enfer même, on peut dire. L'enfer. Et on a même, la presse s'est accordée à dire que décembre 2017, octobre 2017, était considéré comme le mois noir de la presse guinéenne. Parce que quand vous voyez tous les événements qui se sont succédés au cours de ces deux mois, je peux dire que ce rapport, comme je l'ai dit, a été un peu clément vis-à-vis de la situation guinéenne de 2017 à 2018. Donc maintenant, le président, il doit comprendre une chose. La presse, c'est vrai, nous sommes une presse guinéenne. C'est pas parce que nous sommes une presse guinéenne que nous sommes obligés de dire des informations, même si elles ne sont pas fondées, même si elles ne sont pas vraies, sur la République de Guinée. Est-ce que vous comprenez? Le journalisme est un métier transversal. Ce n'est pas dire qu'il y a un journalisme propre à la Guinée et un journalisme propre à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal, et ainsi de suite. Il y a un journalisme qui existe en tant que métier, qui a ses règles, qui a ses règlements, qui a son éthique et sa déontologie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces éléments doivent être respectés pour tout journaliste qui se veut respectueux des normes, comme je viens de les citer. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela veut dire que, même nous, en tant que journalistes, quand même, on n'est pas content qu'on dise que la Guinée a encore reculé dans ce classement du RSF. Parce que la liberté de la presse, c'est vrai, c'est pour nous, tout comme la liberté de presse, mais nous voulons dire que, nous voulons aussi qu'on cite la Guinée comme étant des pays exemplaires, bien classés dans plusieurs domaines. Mais sauf que, très malheureusement, il n'appartient pas à la presse ou aux associations de presse que nous sommes de justement donner, comment dirais-je, une quelconque qualification au vu du RSF vis-à-vis du classement de la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Il n'appartient pas aux associations de presse. Le RSF, qui est une grande ONG internationale qui couvre plus de 180 pays, a ses principes de process dans justement l'évaluation des pays et de façon annuelle. Et nous, en tant qu'association de presse, nous n'avons aucune emprise sur cette procédure du RSF. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir pourquoi, puisque le président Alpha Condé voulait une réponse tout de suite et maintenant, c'est-à-dire à la maison de la presse là-bas, vous n'avez pas pu lui dire tout ça de façon crue pour que si il se trouve qu'il n'est pas informé, qu'on ne l'a pas bien informé ou qu'il fait semblant d'ignorer, que vous lui disiez tout ça sur place là-bas? Écoutez, si vous avez bien suivi le président de la République, tout à l'heure on a suivi le reportage, vous avez suivi qu'à un moment donné dans son discours, lui-même il a tenu à rappeler que un gendarme vient simplement toucher quelqu'un, vous êtes là, vous criez sur tous les toits.
Ouais, il a rappelé quelque part. Donc ça veut dire que le président se rappelle encore très bien de ces événements malheureux. Nous, association de presse, quand on a cru en invitant le président de la République, les journalistes ont été bastonnés à la limite. Ou quand même, avant même que les journalistes soient bastonnés, il y a quand même un journaliste qui a été arrêté illégalement en porte-à-faux total avec le contenu de la loi 1002 sur la liberté de la presse. Est-ce que vous comprenez? Donc, les procédures n'ont pas été respectées. Je pensais que ce jour allait servir de tremplin pour le président de la République de venir pour justement essayer de redorer son blason avec, comment dirais-je, la presse guinéenne. Parce qu'avec ces moments difficiles qu'on a connus, jusqu'à maintenant nous continuons, on a fini d'abord l'arrestation, après l'arrestation c'est les bastonnades, après les bastonnades c'est la fermeture en cascade des radios par l'ARPT sur une question existentielle qui était là depuis, une question factuelle même, j'allais dire, qui était là depuis plusieurs années. Est-ce que vous comprenez? Donc cela ne peut pas rester quand même, une ONG aussi responsable comme le RSF, indifférent. Bien. Vous voyez? Alors donc, en fin de compte, hein, il y avait sur la table la question de, je veux dire, de l'appui, d'accord, du gouvernement ou si vous voulez du président, en ce qui concerne par exemple la construction d'une maison de presse digne de nom. Vous avez eu sa réponse, il dit je ne vous aide pas, je ne vous soutiendrai pas tant que vous ne démontrez pas à cette ONG qu'elle a menti et qu'elle a eu tort de nous classer comme cela. Alors de ce point de vue, est-ce que vous pouvez compter en tant qu'association de presse de la Guinée sur le président pour que la Guinée ait cette maison de presse digne de nom comme le Sénégal, comme ailleurs dans la sous-région? Bon, vous voyez, là aussi, je crois que le président a fait une très mauvaise lecture de ce qu'on a voulu présenter comme la situation de la presse. Et quand on parle de la presse guinéenne, d'abord à l'étranger, c'est pas un pauvre journaliste ici qui n'est même pas bien payé qu'on voit, ou un patron de médias qui a tous les problèmes du monde pour arrondir le mois. Quand on parle de la liberté de la presse à l'Union de Guinée, c'est d'abord les autorités qu'on voit. Lesquelles autorités en leur tête se trouve le président de la République. Donc quand on dit une maison de la presse digne de nom, ça veut dire quelque part c'est une façon pour nous quand même de rehausser le niveau d'appréciation des gens de la presse guinéenne. Parce que laissez-moi vous dire que la presse guinéenne aujourd'hui, la maison de la presse se trouve en location. En tout cas, on peut dire, dites-moi quel genre de maison de presse vous avez. Et puis je vous dirai quel traitement votre gouvernance accorde à votre presse. Oui, peut-être ça vis-à-vis de presse. Et dites-moi aussi quelle maison de presse vous avez. Je vous dirai quel type de journaliste vous avez. Est-ce que vous comprenez? Quand vous regardez la maison de la presse du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, mais vous vous dites, mais écoutez, nous sommes sur la même planète ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors que quand vous regardez, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement de ces pays-là qui s'est investi avec l'appui des bailleurs de fonds pour justement construire ces édifices-là. Voilà, ces édifices-là. En Guinée, ça n'a pas été le cas. Donc nous avons voulu, à travers la célébration de cette cérémonie, parce que c'est l'essence même de cette cérémonie, c'est-à-dire interpeller les pouvoirs publics sur les agissements justement de ces mêmes pouvoirs publics, sur la presse, sur comment dire, la démocratie en un mot. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qu'on a voulu faire devant le président de la République, attirer son attention sur ces questions. Donc mais bref, il a mal apprécié là. Bref, est-ce qu'on peut dire que ça a été un rendez-vous manqué si on s'attendait, que le président vienne tenir des discours qui puissent plus ou moins normaliser ses relations avec la corporation, 2, qu'on ait une réponse favorable avec lui quant à l'appui de son gouvernement pour doter celui-là d'une maison de presse digne de nom. Sur ces 2 points, est-ce qu'on peut dire que ce rendez-vous-là a été manqué complètement, raté? Bon, je préfère voir la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide dans la circonstance. Donc, bon, on ne va pas dire totalement que ça a été un échec parce que quand même pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on a pu, lors d'une célébration de cette fête du 3 mai, inviter le président de la République, parce que c'est la première fois qu'un président de la République quand même s'invite à la maison de la presse. Une première fois qui a été de mauvais goût pour beaucoup de gens. Bon, c'est vrai, on voit entre guillemets, mais quand même, comme je le disais, je préfère boire la bouteille à moitié pleine. Donc ça, par exemple, c'est des facteurs qui sont encourageants. Le président est venu, le chef de file de l'opposition aussi était là, donc nous nous encourageons, nous nous félicitons pour cela. Maintenant, l'appréciation que le président a faite de cette journée et aussi de la presse guinéenne, nous pensons que c'est une mauvaise lecture
et que nous lui concédons, comment dirais-je, le bénéfice du doute pour pouvoir rectifier le tir. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons d'une presse responsable, d'une presse professionnelle, comme tout le monde est en train de le crier maintenant, nous avons besoin de mettre en place justement ces préalables-là. Et sans ces préalables, nous ne pouvons pas avoir de presse libre et compétente. Et c'est pas pour dire que c'est parce qu'il est opposant au régime d'Alpha Condé, mais quand on écoute par exemple le chef de file de l'opposition, je veux dire la presse n'est pas aussi tendre avec les partis politiques de l'opposition. La presse critique quand il faut critiquer, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance. Des fois, même Cellou Dalein peut se sentir souvent très attaqué par cette presse quand il est mêlé à certaines actualités politiques. Mais quand même, qu'à ça ne tienne, on l'a écouté dire non, le président il se trompe gravement s'il pense que la presse est responsable elle-même d'une situation inconfortable dont elle est victime. Et Cellou l'a dit, c'est qu'il y a des événements qui se sont sûrement passés entre ces deux périodes de 3 mai 2017, 3 mai 2018, qui ont fait que la Guinée a connu ce recul-là dans le classement. Donc, je dis que est-ce que Cellou Dalein n'a pas fait une lecture plus objective de la situation, dépourvue de toute émotion, que le président Alpha Condé? Oui, mais en fait c'est ça, il est même allé un peu plus loin, parce que après il a par exemple fait quelques pics à la presse pour dire écoutez, on ne peut pas vous faire porter le chapeau du classement de la Guinée par le RSF. Et si vous devez obtempérer pour dire que oui, nous sommes d'accord avec ce que le président a dit, ça veut dire que c'est de la corruption. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun dans sa posture, nous leur concédons. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, en ce qui nous concerne, la presse, nous pensons qu'on a besoin de ces préalables-là. On a besoin d'abord d'une maison de la presse digne. Et quand on a invité le président de la République à s'investir pour que les grandes sociétés de notre pays, mais aussi les ministères puissent communiquer de façon raisonnable. Et les multinationales, qui brassent des milliards ici, voilà, ça veut pas qui dire bénéficient souvent d'exonération fiscale et tout, peuvent compenser tout ça par les sponsoring des médias. La presse, et là, il prend l'argument du genre, on n'est pas dans un communisme, alors que il y a quand même une obligation même de faire la communication sur ces produits, sur ces services. Ça, c'est un principe qui est quand même obligatoire. C'est un principe basique, dans le libéralisme. Ce qu'on a demandé, ça se passe comme ça ailleurs. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on a voulu l'expliquer. Monsieur le Président, on voulait l'expliquer simplement comment la Côte d'Ivoire fait, par exemple, pour subventionner la presse. Ça se passe, la même chose se passe en France. Il a quand même passé la grande partie de sa vie en France. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, il y a par exemple ce qu'on appelle le prélèvement sur les factures d'électricité. Voilà. Il y a 100 francs par exemple en Côte d'Ivoire qu'on ajoute sur ta facture d'électricité, et c'est ce montant qu'on regroupe pour donner à la presse en termes de subvention. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont ces pistes-là qu'on a voulu explorer avec lui, dire que le gouvernement n'est pas obligé chaque fois de prendre l'argent dans sa caisse pour dire on subventionne la presse, mais on a les voies et moyens par lesquels nous pouvons passer justement pour subventionner et de façon efficace la presse. Pour avoir une par exemple, indépendante et objective. Et objectif. Vous avez les gens qui importent les postes téléviseurs, les téléphones, parce que vous comprenez, parce qu'à partir du téléphone vous pouvez écouter la radio, à partir de la télévision, des postes téléviseurs, vous pouvez regarder les chaînes de télé. Donc tout ça, les téléphones et autres, on peut avoir par exemple une espèce de taxe sur ces importations-là, justement qu'on va reverser dans une caisse de commun accord pour essayer après reverser tout ça pour la presse. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour la presse privée, mais pour la presse nationale. L'ensemble de la presse. L'ensemble de la presse guinéenne. Donc c'est toutes ces pistes qu'on a voulu élaborer avec le président de la République. Mais déjà, il est venu, je crois, avec une position bien arrêtée de ce qui a pu se passer. Il est venu dans l'idée de la confrontation. De la confrontation. Voilà, et nous, on voulait que l'affaire soit belle. Donc, vous avez compris, on a essayé justement de rappeler ces quelques petits détails. Bien. Mais bon, comme on a vu la position, elle partait crescendo, donc on a essayé d'en rester là, puisque d'en rester là pour le moment, puisqu'il y a la journée nationale de la presse qu'on a organisée. Et on est sûr que cette journée nationale de la presse, elle va rater aussi, parce que c'est sûr que le président viendra tout capoter là aussi, parce que finalement on le souhaite pas. Bien. Et puis on va terminer sur cet autre sujet qui parle de journée internationale de la presse, parle aussi de conditions de vie, de travail des employés des médias. Et donc en ce moment il y a ce débat au cœur autour de la convention collective. Vous êtes en même temps le président du comité de rédaction de la convention collective, parce que c'est aussi un des aspects
de ces évaluations, notamment des RSF? Est-ce que les journalistes sont employés sur base de contrats? Est-ce qu'ils bénéficient de couvertures sociales? Est-ce qu'ils ont un salaire minimum digne de leur statut? Est-ce que le niveau de formation des journalistes, la conformité des médias à l'éthique et à la déontologie, tout ça? Donc, où en sommes-nous aujourd'hui en ce qui concerne l'établissement, la rédaction de la convention collective? Bon, la rédaction de la convention collective, elle est très avancée. Nous sommes, on a fini les 80%. Maintenant, nous sommes sur les annexes. Les annexes, c'est tout ce qu'il y a comme, si vous voulez, quand on finit la construction d'une maison, c'est la finition. Après le meublage, quoi. Donc c'est ce qui reste, parce que c'est une espèce de créativité qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire les 20% qui concernent les annexes, c'est purement et simplement de la créativité. Il faut tenir compte des réalités internes du pays, mais aussi les réalités internes de la profession de journaliste. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais la convention collective, il faut d'abord dire que c'est une procédure qui va mettre un pont entre les associations de presse via les responsables de médias et les associations, si vous voulez, les organisations syndicales. Parce que pour des journalistes. Voilà, des journalistes et techniciens professionnels. Parce que la convention collective, c'est pour les journalistes et techniciens professionnels de la presse privée. Quand vous entendez techniciens, vous avez les monteurs, vous avez les caméramans, vous avez les régisseurs, tout ce que vous connaissez, même les preneurs de son, ce sont des techniciens professionnels de la presse. Donc, c'est un travail quand même qui n'est pas facile. Mais, quand même, qui est encore en cours. Qui est encore en cours. Depuis 2005, la libéralisation des zones en Guinée, c'est la première fois que la Guinée, très certainement, dans les prochains mois-là, sera dotée de sa toute première convention collective des journalistes et techniciens professionnels de la presse privée, c'est ça? De la presse privée en République de Guinée. Parce que convention collective, c'est toujours ça. Mais, vous savez, entre les trois types de conventions qui existent, à savoir la convention ordinaire sur laquelle nous sommes en train de travailler comme ça, parce que c'est une convention ordinaire, parce qu'elle est établie entre un patron ou un groupe de patrons et un syndicat ou un groupe de syndicats. Est-ce que vous comprenez? Donc elle est ordinaire. Mais aussi il y a les conventions établies et les conventions élargies. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, il faut un peu l'appui, comment dirais-je, des politiques pour pouvoir mettre en place des conventions élargies. C'est-à-dire lorsque la convention elle est très bien établie, elle peut embrasser par exemple plusieurs domaines. Parce que nous, la nôtre, elle s'occupe exclusivement de la presse privée en République de Guinée. Donc dans cette convention collective, il y a eu plusieurs innovations. D'abord, l'importance de cette convention, elle va permettre en amont d'assainir le milieu de la presse. Le milieu de la presse. De la presse privée. Ça c'est un. Deuxièmement, elle va permettre aux jeunes journalistes, mais aussi aux jeunes techniciens de se former mieux. Parce que là, ça permet d'établir une espèce de critères une espèce de concurrence, mais de façon loyale. Pas de perfidie intellectuelle, mais une espèce de concurrence loyale entre justement créer une émulation entre les travailleurs, parce qu'il y a toute une batterie de processus qu'on a eu à créer dans ce sens-là. Donc ça c'est deuxièmement. Mais troisièmement, ça va permettre justement aux patrons de médias, les gens quand même qui mettent la main à la poche pour créer ces médias-là, d'avoir une vue panoramique de ce qu'on appelle le métier. Est-ce que vous comprenez? De saisir les contours et les pourtours de l'exercice de ce métier. Est-ce que vous comprenez? Mais aussi, quatrièmement et la dernière partie, ça va permettre et aux associations de presse et aux journalistes, mais aussi au pouvoir en place, d'avoir, comment dirais-je, un espace limpide, bien organisé, bien structuré. Et toute personne qui s'invite un jour à venir dans le paysage médiatique de la République de Guinée sera d'abord en amont obligé de se conformer au contenu de cette convention collective, mais aussi des cahiers de charge. Parce que là, c'est en rapport avec, c'est en corrélation avec la HAC et les autres structures qu'on va travailler sur les cahiers de charges des médias. Mais la convention collective, elle est exclusivement pour la presse privée de notre pays. Alors, à quand la fin de la rédaction de la convention? Jusque quand vous serez en train de rédiger la convention collective? Bon, les 20% là, on se dit peut-être parce qu'il y a beaucoup de consultations qu'il va falloir entamer
avec les doyens de la presse, tous les gens, mais aussi de l'expérience extérieure, étrangère qu'il va falloir intégrer dans tout ça là pour sortir un document de façon générale acceptée de tous, parce que l'œuvre, ce n'est que l'œuvre de Dieu qui soit parfaite, mais nous pensons qu'à l'issue de cette convention collective, on aura quand même un dossier, un document qui sera accepté. Est-ce que le document sera disponible au milieu de l'année 2018 ou en fin d'année 2018 ou dans quelques semaines? Non, pas dans quelques semaines, parce que les 20%, comme je vous dis, quand même, c'est un travail de longue haleine, c'est un peu difficile, mais dans 2-3 mois, voire maximum 4 mois, on aura fini avec cette convention collective. Et quand on finit la rédaction, il y a d'abord les associations avec le syndicat qui doivent se regrouper, qui doivent se retrouver, j'allais dire, pour voir justement s'il y a des amendements. Parce que c'est un travail qu'on a confié à une commission bien déterminée. Lorsque la commission finit le travail, voilà, on a fait la relecture et puis on a fait la présentation. Lorsque la présentation avec les amendements sont finis, on passe maintenant à la phase de la vulgarisation, cette fois-ci avec les journalistes directement et les techniciens professionnels. Et c'est après cette vulgarisation qu'on passe à la signature tripartite, c'est-à-dire les organisations syndicales, les organisations patronales et, comment dirais-je, l'inspection générale du travail. Bien, c'est tout en tout cas pour ce numéro et pour cette deuxième partie du Café Débat. Merci d'être passé, à très bientôt. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention. Comme je l'ai dit au début, ce fut un plaisir de vous retrouver et de reprendre cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.